Effectivement, on va donner la parole à Anne Rasmussen, qui est directrice d'études à l'EHESS et membre du conseil scientifique de la MSH Paris Nord, voilà, et présidente de cette séance. Donc Anne Rasmussen, c'est à vous. Merci, merci. Donc ça, j'ai l'impression que tout est bon. Merci beaucoup de ce passage de relais. Et donc bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de participer à cette journée à la MSH, mais à distance. Donc, je suis là pour vous présenter la nouvelle table ronde qui est organisée par Laure Pitty et Dominique Mémy, si je ne me trompe, et qui qui est organisée donc bien sûr par la MSH Paris Nord dans le cadre de son axe 2, corps, santé et société. Alors, quelques mots sur la table ronde avant de vous présenter les intervenants. Donc, dans le droit fil de la journée, la table ronde entend interroger la santé donc comme commun ou bien comme bien commun. J'ai entendu ce matin les distinctions qu'on venait de faire entre les deux. Évidemment, parlant de santé, la table ronde a pensé légitime de partir de la pandémie actuelle de Covid-19, pandémie qui a révélé ou qui a mis en lumière, en pleine lumière, en France et sans doute au-delà, plus largement en Europe, un constat qui travaillait le monde professionnel depuis bien plus longtemps, le monde professionnel de la santé, donc le constat de systèmes de santé sous tension, fortement atteints par le tournant dit néolibéral qui marque l'action publique. Alors, en même temps, la pandémie a réactivé, notamment dans notre pays, les débats autour de la nécessité de refonder une politique de santé publique et a mis dans le débat public la notion de santé comme un commun, avec des règles de protection imposables à tous. Enfin, on peut dire aussi que la pandémie a mis en valeur et peut-être cristallisé le creusement des inégalités d'accès aux soins, d'accès aux biens de santé et la dualisation du système hospitalier qui était l'un et l'autre manifeste et d'ailleurs étudié par les sciences humaines et sociales, entre autres, depuis les années 80 et plus encore depuis les années 2000. Alors, avec la MSH Paris Nord, où nous sommes situés en Seine-Saint-Denis, qui est apparu comme un cas emblématique d'un département où l'on est mort davantage et continue à mourir davantage du Covid qu'ailleurs et plus jeune qu'ailleurs. Donc un cas exemplaire de ce que Didier Fassin nomme la valeur différentielle des vies. Cas emblématique aussi de la réactivation de résistance et de critique à l'encontre de la marchandisation de la santé. Donc ce sont ces différents axes qui apparaissent comme en tension, qui sont l'objet de la table ronde, c'est-à-dire comment se travaillent ces tensions et aussi se rendent des arbitrages entre ces valeurs contradictoires et comment se passent des éventuels arrangements dans les discours et j'espère dans les pratiques que mobilise cette protection de ce commun avec un point d'interrogation, donc qu'est la santé. Voilà pour ces quelques mots de présentation qui relaient un peu l'argument des organisatrices de cette table ronde. Alors, je vous présente maintenant les intervenants, donc une table ronde nombreuse. Donc, je présente tout le monde d'un coup, si j'ose dire, de sorte à que les passages de parole seront plus fluides. Donc, on entendra d'abord deux intervenants. En premier, Frédéric Pierru, qui est politiste, sociologue, qui est chercheur au CNRS, si je ne m'abuse, au LIS, au CNAM, donc Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Et je peux juste mentionner, en relation avec le thème, il y a beaucoup de publications, mais
publication récente, Frédéric Pierru est co-auteur avec Fanny Vincent et Pierre-André Juven de La casse du siècle, à propos des réformes de l'hôpital public, paru en 2019 aux éditions Raison d'agir. Alors ensuite, Maud Gély, qui est médecin, qui est chercheur à l'AP-HP, dans le cadre de l'hôpital Avicenne de Bobigny, et qui est sociologue au CRESPA CSU, donc Centre de recherche sociologique et politique de Paris, culture et sociétés urbaines, et qui va intervenir pour le groupe Trace aux peurs en présentant une enquête qu'elle a menée avec Paula Cristofalo et Clélia Gasquet-Blanchard, qui sont toutes deux de l'école des hautes études en santé publique. Alors après, nous entendrons deux dits professionnels grands témoins, avec d'abord Candice Lafarge, qui est aide-soignante en service d'urgence depuis la dernière décennie, et qui va intervenir pour le collectif Interurgence. Puis Jean-Christophe Weber, qui est professeur de médecine interne, praticien hospitalier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, et qui est aussi chercheur en éthique des pratiques médicales, notamment aux archives Henri Poincaré. Et enfin, nous aurons, avec le temps qui reste, deux discutantes, Émilie Counil, qui est chercheure à l'INED en santé des populations et qui a animé pendant plusieurs années un collectif interdisciplinaire de recherche sur les cancers d'origine professionnelle à l'Université Paris 13, dans le cadre du GISCOP 93. Et enfin, Laure Pitti, qui est donc co-organisatrice de la table ronde et maîtresse de conférence à l'Université Paris 8, elle aussi membre du CRESPA, que je ne représente pas donc, et qui est sociologue, historienne aussi, de la santé, des mouvements sociaux, de l'immigration notamment. Voilà, c'est un peu beaucoup d'un coup, mais le temps nous est compté. Donc, je donne la parole tout de suite à Frédéric Pierru, et en vous invitant, comme de bien entendu, à couper les micros quand vous ne parlez pas pour tout le monde. Bien, merci beaucoup Anne. Donc je vais intervenir ici sur un registre double, un registre à la fois je dirais académique de chercheur, et puis mais aussi du point de vue d'un chercheur engagé, du point de vue de l'engagement, qui s'est confronté, autant dire tout de suite, qui a abordé, qui s'est confronté à une campagne présidentielle en 2017, dont l'un des axes forts était la Sécu à 100%, le 100% Sécu. Donc voilà, donc ça sera une double réflexion à la fois de chercheurs et de militants. Je sais pas comment on peut dire, j'aime pas trop le terme militant, mais bon. En tout cas, du point de vue de l'engagement. Alors, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que je suis obligé de faire un constat, c'est-à-dire la santé comme bien commun ou comme notre bien le plus précieux. Bien commun, bien le plus précieux, sont des mots d'ordre que j'entends depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 20 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas, qui sont des mots d'ordre d'opposants aux réformes, qui sont menés au moins depuis le milieu des années 90, mais surtout depuis les années 2000. Donc on entend souvent en opposition aux réformes, on entend ce thème la santé est un bien commun. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on s'oppose à deux choses. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble, et ça sera la thèse, parce que j'arriverai sûrement pas au bout, mais il me semble que la santé comme bien commun ou comme commun donc par rapport à un double mouvement qui est un mouvement d'étatisation et un mouvement de marchandisation de la santé, ces deux dynamiques s'auto-alimentant. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État, et c'est à juste titre, l'État intervient dans la santé pour, étant entendu que c'est un État qui est dominé par le thème des finances publiques, par la dette publique, la dépense publique, une obsession de la maîtrise des dépenses publiques, et donc la dépense privée c'est bien et la dépense publique c'est mal. Et donc voilà, donc c'est cartographie de ce que voulait dire la santé est notre bien commun dans le débat public. Alors j'ai trouvé quatre thématiques.
Alors la première chose, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si j'essaie de clarifier, la première chose, c'est qu'on dénonce ainsi la privatisation rampante de l'assurance maladie, c'est-à-dire la privatisation du financement de l'assurance maladie et notamment l'extension de la part des complémentaires santé, des mutuelles, mais aussi des assureurs privés, des institutions prévoyantes. Je ne peux pas rentrer dans la technique. Voilà, donc l'idée que finalement on fait des transferts de charges de l'assurance maladie obligatoire, de la sécurité sociale vers les complémentaires santé. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème qui revient, j'ai pas quantifié, mais je pense que hiérarchie, ça fonctionne assez bien. Eh bien, on stigmatise la dynamique de privatisation et de libéralisation de l'hôpital public, qui a été transformée en une forme d'entité financière à laquelle on a appliqué la gouvernance d'entreprise. Hein. Donc, un hôpital qui, en quelque sorte, fonctionne comme une entreprise, et notamment emprunte sur les marchés financiers, ce qui est vrai, et notamment, on a vu à partir de 2005, notamment les emprunts toxiques. Donc ça renvoie à une réforme qui n'est pas vraiment une privatisation, mais une libéralisation, c'est-à-dire la mise en concurrence de l'hôpital public par des instruments un peu fictifs, comme la tarification à l'activité. Bon, enfin, c'est la concurrence qui est fictive, pas la T2A qui est bien réelle. Ensuite, troisième thème qui m'est apparu, c'est les prix exorbitants des innovation médicale. Donc, effectivement, sur ce point-là, là aussi, il y a une convergence pour stigmatiser Big Pharma, et notamment le fait qu'on applique de plus en plus des règles restrictives des brevets sur le médicament. Et donc, ça a été tout le scandale du Sovaldi, 41 000 € la cure de 12 semaines, qui a conduit à rationner les malades, puisque évidemment les pouvoirs publics, ne pouvant pas payer la facture, ont dû cibler les malades qui étaient les plus graves. Mais plus généralement, l'idée que le système de santé doit être soumis à des considération capitalistique, c'est-à-dire que la santé, et ça on le voit bien dans les rapports de Bercy des finances, que la santé finalement c'est un point fort de l'économie française, et que en quelque sorte le système de santé doit contribuer au retour de la croissance en France et doit servir notamment d'incubateur pour les startups de la biotech. Donc voilà, l'idée, donc on a vu ça récemment avec Martin Hirsch, directeur général de la PHP, qui proposait de réserver des plages de consultation pour les hauts de gamme, pour les riches, des pays étrangers. Bon, donc voilà, donc ça c'est le troisième thème. Et puis le quatrième thème, alors qui est parallèle, parce que là j'ai plutôt évoqué des phénomènes de privatisation, de libéralisation, des phénomènes plutôt de sciences politiques, qui est un phénomène de verticalisation, de centralisation et de technocratisation de la gouvernance. Alors je mets les guillemets du système de santé, le fait qu'on ait mis un patron tout puissant nommé en Conseil des ministres à la tête de la sécurité sociale, enfin de l'assurance maladie, qu'on ait nommé des directeurs généraux d'assurance des agences régionales de santé, là encore nommé des hauts fonctionnaires contractuels nommés en Conseil des ministres, qu'on ait fait des directeurs d'hôpitaux, des patrons, ça c'était en 2009, des patrons de l'hôpital. Bon, bref, on voit bien qu'il y a une forme d'affinité élective, je dirais, entre d'un côté un mode de gouvernement sectoriel qui est de plus en plus centralisé, vertical, et autoritaire, et de l'autre côté l'extension des parts de marché, si j'ose dire, des acteurs privés, et pour ceux qui restent publics, finalement une forme d'isomorphisme par rapport aux logiques capitalistiques. Bien, ce que je veux dire par là, c'est que la santé comme commun me semble se pose en s'opposant. Voilà, elle se pose en s'opposant, c'est-à-dire qu'il me semble quand même que c'est d'abord un mot d'ordre politique qui mérite d'être creusé et d'être opérationnalisé, rempli, si j'ose dire, de façon plus positive, parce que il y a deux risques. Quand on dit la santé comme commun, le premier risque, c'est une certaine forme de paresse intellectuelle. Et j'ai fait beaucoup de meetings en 2017, mais j'ai fait beaucoup de conférences publiques où effectivement c'était un mot d'ordre en fait. Les gens étaient indignés. En un sens, c'était un registre d'indignation. Et puis, ils disaient, oui, mais la santé
est un bien commun et donc il faut lutter contre la privatisation, la marchandisation, l'étatisation, tout ce que vous voulez en ion de la santé. Et donc, mais quand on commençait à creuser, c'était pas bien en fait ce qu'ils voulaient entendre par la santé comme bien commun, voilà, ou comme commun. Et puis de l'autre côté, j'ai parfois un peu peur que cette expression de la santé comme commun devienne en reste, et c'est un peu symétrique du premier, en reste à un niveau très scolastique. C'est-à-dire dans les deux cas, on évite de rentrer dans les détails. C'est-à-dire, bon, bah voilà, tant qu'on reste dans la généralité, c'est un bien commun contre les dynamiques de privatisation, de marchandisation et d'étatisation, on n'a pas dit grand-chose. Donc, ce que je voulais vous dire, et j'aurai pas le temps de le dire, mais je vous donnerai un texte si vous voulez, mais j'essaie de faire travailler depuis un certain nombre d'années la grille qu'on avait élaborée dans le manifeste pour une santé égalitaire et solidaire avec André Grimaldi, Didier Tabuteau et d'autres. Et donc j'ai essayé de faire une cartographie, si vous voulez, de qu'est-ce que ça veut dire concrètement que la santé est un bien commun. Et il me semble que ça revêt au moins 5 dimensions. Plus une. 5 dimensions, c'est le service public de l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un commun du point de vue du financement. Ensuite, la santé publique de la santé de proximité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un commun du point de vue de l'état de la médecine de ville, et notamment telle qu'elle est surdéterminée par la médecine libérale telle qu'elle a été définie en 1927. Qu'est-ce que c'est qu'un commun hospitalier, du point de vue du service public de l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'à faire de l'hôpital un commun? Qu'est-ce que c'est que faire un service public du médicament? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un commun du médicament? Qu'est-ce que c'est un commun du service public de la prévention et de la sécurité sanitaire? Donc vous voyez déjà là il y a 5 dimensions qui sont inégalement travaillées. Il y a des choses qui sont très claires et il y a des choses qui ne sont pas du tout claires et donc je pense que nous devrions à laquelle nous devrions participer et nous donner un peu de mal d'un point de vue intellectuel et politique. Voilà. Et puis le dernier point, c'est le principe de la démocratie. Donc j'ai bien compris qu'effectivement, c'est un principe de gouvernance, de la démocratisation du système de santé. Bien, la thèse que je veux défendre, c'est que, et c'est plutôt une expérience d'ailleurs, c'est que comme j'ai fait plein de meetings, plein de conférences publiques, etc., en fait, je me suis confronté à ce phénomène qui est un peu horripilant à la fin, qui est finalement, il y a beaucoup de militants pour le commun et de militants gauche, soyons clairs, disent finalement il suffirait de restaurer 45, restaurer 1945. Bon, c'est-à-dire en quelque sorte, il y avait un âge d'or, 1945, et puis c'est perverti, on a été chassé du paradis socialisé, et puis du coup il suffirait de le restaurer parce qu'à cause du néolibéralisme, on a pris une mauvaise voie. Alors je le dis d'emblée, la restauration n'est pas une politique. Voilà. Je pense que c'est une paresse intellectuelle que de dire quelque chose comme ça, et que je pense que collectivement, il faudrait qu'on commence à ne serait-ce que pour être un peu efficace dans la lutte des projets des pouvoirs publics, de commencer à s'intéresser aux détails qui n'en sont pas. Bon, alors, je vais lister ça rapidement parce que je suis déjà à 11 minutes, mais bon, alors, sur le service public de l'assurance maladie, c'est-à-dire le financement de l'assurance maladie. Bon, là, on est tous d'accord. Je pense que, d'ailleurs, si je regarde un peu l'état de littérature scientifique, on est tous d'accord, un acteur public en situation de monopole est beaucoup plus efficace, même l'OCDE le dit, c'est pas une usine à gauchiste, dit que finalement c'est préférable du point de vue de l'efficience à une concurrence entre assureurs privés. Bien, ça, on est tous d'accord. Alors, je me réjouis d'ailleurs du fait qu'il y a encore 10 ans, ça n'était pas le cas, c'est-à-dire que dire qu'on va supprimer les complémentaires santé, c'était complètement vu comme soit une manifestation d'un danger, d'une maladie mentale, soit que ce soit utopique. Et j'ai vu des hauts fonctionnaires se rallier et des hauts fonctionnaires de haut rang se rallier à l'idée du 100% sécu. Bon, donc je pense que ce point de la socialisation maximale du financement, on est tous
je pense, d'accord, et je suis ravi de constater que les complémentaires santé sont sur le reculoir en la matière. Cela étant, il reste encore un débat, c'est faut-il financer ça par cotisation sociale, soit par la CSG ou des ressources fiscales. Ça, c'est un débat qui reste profondément clivant à gauche. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a tout dit ? Certainement pas. Et je tiens à le dire ici, et je sais que vous n'êtes pas, vous ne versez pas dans ce travers, mais moi j'ai beaucoup entendu sur le terrain l'idée de l'argent, il y en a, il suffit de socialiser, il suffit de lutter contre les niches sociales, les niches fiscales, recouvrer les cotisations sociales qui ne sont versées par les employeurs, etc. Et puis tout est réglé. Et ben non, rien n'est réglé en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire constituer la santé en commun, ne se résume pas seulement à socialiser la demande sur fonds publics. Parce que notre système de santé, c'est en grande partie construit sur une offre de soins privés. Et donc, l'idée du 100% sécu pose forcément la question de l'offre de soins. Et c'est là que le diable est dans les détails et que la technique devient compliquée. Bon, voilà. Et donc, la liste des problèmes est très longue. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour transformer la médecine libérale de 1927 en service public de la santé de proximité? Là encore, là, vous voyez, je situe les problèmes, je cite les questions qui ne sont pas très problématiques par ailleurs. Hein. C'est-à-dire que tout le monde maintenant est d'accord pour dire qu'il y a un problème d'accès aux soins en médecine de ville, en médecine ambulatoire, moi ce que j'appelle la santé de proximité, c'est-à-dire les dépassements d'honoraires, la désertification médicale. Je ne cite pas Véran parce qu'il ne le mérite pas par ailleurs, mais etc. Bon, donc voilà. Donc l'idée, effectivement, constituer la santé en commun, ça nécessite de s'attaquer aux syndicats de médecins libéraux. Ça nécessite de se confronter, je dirais, à des principes de la médecine libérale d'un autre temps, ceux de 1927. Donc je dirais que l'obstacle là est moins intellectuel que politique. C'est-à-dire c'est le courage politique de s'affronter à l'opposition des syndicats de médecins libéraux à la constitution d'un service public de la santé de proximité. Alors ça commence à se compliquer sévèrement avec le service public hospitalier. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'il faut reconstruire le service public hospitalier qui a été démantelé, je n'ai pas le temps d'y revenir, en 2009. Donc, d'un point de vue juridique, si vous voulez, mais alors après, ça pose une question. Comment on répartit le budget destiné aux hôpitaux? Donc, on dit la tarification à l'activité, c'est pas bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à côté? C'est-à-dire, quels sont les instruments alternatifs? Vous voyez, c'est toujours ma question, au fond, c'est il faut s'intéresser aux détails. Parce que rester sur des slogans, ça n'est pas satisfaisant. Donc, la tarification à l'activité, d'accord, pour revenir, donc, logique de restauration, au budget global. Mais oui, mais le budget global, on oublie que plus personne n'en voulait au début des années 2000, tellement les effets pervers étaient grands. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Autre mode de financement. Ou alors, autre question qui est un peu vertigineuse, comment on répartit le budget de la santé entre les soins de ville et les soins hospitaliers? Et là encore, on voit bien, mon ami André Grimaldi dira il faut mettre le paquet sur l'hôpital public. Et puis les médecins de ville, ils diront non, il faut mettre le paquet sur les soins de ville. Donc là encore, il faut des clés de répartition. Comment on fait pour répartir le budget que la collectivité arrête pour la santé? Ensuite, le service public du médicament. Alors là, ça se complique vraiment. Effectivement, on a bien vu avec l'affaire du Sovaldi, etc., que l'industrie pharmaceutique est de plus en plus soumise au fonds de pension, exige des prix faramineux pour les innovations médicales. Ok, mais alors comment on fait pour remettre en cause, et c'est l'article de Fabienne Orsi dans le dictionnaire des biens communs, comment on fait pour remettre en cause le durcissement de la politique ou des règles des brevets sur le médicament, c'est les règles de PIC notamment. Bon voilà. Ou alors, comment est-ce qu'un gouvernement tout seul peut mettre en place ou décréter qu'une innovation médicale relève des licences d'office? Bon, voilà. Là, vous voyez, c'est un objectif qui est moins intellectuel qu'un objectif, un défi politique.
C'est-à-dire qu'il va falloir se confronter à Big Pharma, aux transnationales, etc. Ensuite, la santé publique, le bien commun, la prévention. Alors là encore, santé publique, prévention, enfin non pas santé publique, service public de la prévention, là encore, tout le monde est d'accord. En 2017, tout le monde était d'accord pour dire que le système de soins est trop concentré sur le curatif, les soins techniques, blablabla, et puis il faut faire plus de prévention. Mais quelle prévention? Entre la prévention individuelle et en quelque sorte la responsabilisation des consommateurs, si j'ose dire, et puis de l'autre côté une action volontariste sur les déterminants sociaux de la santé pour réduire le gradient social de santé, c'est tout un monde de la prévention, et je ne parle même pas de la sécurité sanitaire. Et puis on en vient à la démocratie sanitaire. Bon, alors la démocratie sanitaire, moi j'ai mon ami Didier Tabuteau, que j'aime beaucoup par ailleurs. Bon, bah voilà, maintenant c'est un mot qui est devenu complètement totem, et son succès est inversement proportionnel à son caractère incisif sur le plan politique. Effectivement, à quoi a servi la démocratie sanitaire depuis 20 ans? Elle a servi à donner des strapontins à des représentants des associations de malades hyper professionnalisés, dont Christian Saoult est l'archétype même, et qui n'ont plus rien à voir avec les patients et les malades de base. Donc, comment fait-on pour donner un peu de sens concrètement à la démocratie sanitaire? Alors, là, je peux même pas vous le dire en aussi peu de temps, donc c'est pas possible, mais entre démocratie politique, parlementaire, démocratie participative, entre l'articulation entre évaluation et décision, entre les différents échelons nationaux, régionaux, locaux, etc., c'est un énorme chantier, et il me semble que pour la santé, la réflexion de la santé comme bien commun, alors là, c'est une friche intellectuelle totale. Autant on a les idées un peu claires avant, autant sur l'idée que démocratiser le système de santé, au-delà des slogans, il n'y a pas, je dirais, la queue d'un début de commencement d'architecture démocratique du système de santé. Et puis je vais en finir parce que j'ai beaucoup trop parlé, et puis j'arrive à la fin de mon temps. Me semble-t-il, il y a deux choses. Et là, c'est vraiment une expérience politique, parce qu'il me semble que quand même, quand on parle de la santé comme commun, c'est d'abord c'est à la fois intellectuel et politique. La première chose, c'est que moi, je m'inquiète, la préoccupation que j'ai mis dans le texte, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de connivence entre un consumérisme médical des catégories moyennes et supérieures du pays et un État qui cherche à se refonder sa légitimité sa biolégitimité autour de la préservation de la vie. Voilà. Alors la première chose, c'est qu'on a bien vu avec le Covid que l'idée de dire la santé est un commun, c'est notre bien le plus précieux, peut mener à un État autoritaire, infantilisant, paternaliste, et qui en quelque sorte est prêt à rogner toutes les libertés publiques pour pour préserver la vie nue, pour parler comme Didier Fassin, la vie biologique. Bon, et on voit bien que on voit bien qu'un État autoritaire peut prendre les atours ou peut faire sien la santé comme coach. Que ça devrait nous interpeller tous collectivement. Et puis de l'autre côté, ça répond à une demande, et ça je l'ai bien vu en faisant des meetings, et je tiens à le dire parce que c'est moi qui ai vendu le 100% sécu à Mélenchon, pour être clair, et donc j'ai fait toute la campagne de 2017 là-dessus, je tiens à le dire, parce que ça c'est vraiment une expérience sociologique. En fait, il y a des gens qui pensent, et les catégories moyennes éduquées, notamment les enseignants, pensent que le 100% sécu c'est open bar. C'est-à-dire toutes les lubies individuelles dont on pense qu'elles vont faire du bien à ma santé rentrent dans 100% sécu. Voilà. Et ça, c'est assez fascinant à observer, parce que, en un sens, on voit bien que la citoyenneté biologique, c'est-à-dire il faut sauver la vie à tout prix, la santé, ça me fait du bien, enfin la santé c'est bien, il faut tout défendre au nom de la santé, c'est que 100% du PIB pourrait y passer, que ça ne satisferait pas les gens. Hein, on retombe sur la fameuse définition de l'OMS de la santé, un état complet de bien-être physique, mental et social. Bon, c'est la définition du bonheur.
Bon, et si la sécurité sociale doit rembourser le bonheur, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Donc, il y a quand même un petit problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une sorte d'alliance objective entre un État qui serait prêt à se réclamer de sa biolégitimité pour rogner toutes les libertés publiques, pour faire primer les vies, pour préserver la vie nue ou la vie biologique aux dépens des vies biographiques et de leurs inégalités, mais j'ai pas le temps d'y revenir. Et de l'autre côté, un espèce de consumérisme médical des catégories moyennes et supérieures qui sont les plus médicalisées, soyons clairs. Et donc, on voit bien le système un peu pervers qui est en train de se mettre en place. Et j'en finis là. Il me semble que définir la santé comme commun passe d'abord par la claire délimitation de ces frontières de la santé, sauf à instituer toute la société, l'ensemble des activités humaines comme des moyens mis au service d'une fin ultime, comme indiscutable, la préservation de la vie biologique. Et je finis juste sur cette phrase. Je me suis fâché avec des amis parce qu'au moment de la crise du Covid, et notamment, je vais le dire, le président de la CME de la PHP, celui qui dit qu'il faut couper la bûche en deux et que papy et mamie aillent la manger en cuisine, comment vous dire, j'ai entendu, moi j'essayais de mettre des débats ou de faire des débats autour de est-ce qu'on doit accepter que nos libertés soient rognées au profit de la préservation de la vie. Et on m'a dit pas de polémique, pas de polémique. Donc il me semble que la santé comme commun, poussée à son extrême raisonnement ou à son extrême logique, à la fin, aboutit à supprimer exactement la pensée des communs, qui me semble-t-il être une élaboration collective de règles sur un territoire ou une frontière ou un périmètre de bien délimité. Voilà. Merci Frédéric pour cette communication menée tambour battant, mais parfaitement dans les règles, évidemment, qui appellent beaucoup de questions et de suites, mais j'espère qu'on aura le temps ensuite de justement faire la place aux questions. Et donc, pour le moment, on va enchaîner donc avec Maud Gély pour le collectif, donc Trace au Père. Voilà, donc merci déjà pour l'organisation de ce colloque malgré les circonstances. Donc je vais parler de l'antithèse parfaite des communs, puisque je vais parler de la médecine des riches et d'une enquête qu'on termine de mener avec Clélia Gasquet-Blanchard et Paola Cristofalo dans 4 maternités, dont une dont je vais parler aujourd'hui, qui accueille des femmes des élites transnationales. Je vais expliquer. Alors, si je résume vraiment à la serpe les recherches sociologiques sur le développement de filières de soins socialement différenciées, ces recherches, je pense notamment à celles d'Antoinette Chauvenet et de Claudine Herzlich, montrent que les services hospitaliers de pointe, qui développent les techniques médicales les plus innovantes et qui prennent en charge les pathologies les plus complexes, sont les services qui sélectionnent socialement les malades et qui privilégient les classes supérieures, alors que les classes populaires sont surreprésentées dans les services les moins spécialisés. La question des soins obstétricaux, des soins périnataux, présente une situation inverse, puisque si on compare les 3 types de maternité, au contraire, les services les plus techniques sont ceux qui sont les moins sélectifs socialement. Il y a donc 3 types de maternité. Les maternités dites de type 1 sont celles qui prennent en charge les grossesses normales et relèvent soit du service public, soit du secteur privé. Les maternités de type 2, je ne rentre pas dans le détail des 2A et 2B, ça change rien pour le propos d'aujourd'hui. Donc les maternités de type 2 comportent un service de néonatologie pour s'occuper des nouveau-nés qui naissent avec un problème de santé, et ces maternités de type 2 peuvent elles aussi relever du service public ou du secteur privé. Enfin, les maternités de type 3 comportent un service de réanimation néonatale pour les bébés et un service de réanimation adulte pour s'occuper des femmes qui auraient aussi des problèmes de santé autour de l'accouchement. Ces maternités de type 3, qui présentent donc le niveau de technicité le plus élevé, relèvent
toutes du service public. Donc là, on est dans une situation inverse avec celle analysée notamment par, entre autres, par Antoinette Chauvenet et Claudine Herzlich. Puisque les maternités de type droit sont donc moins sélectives socialement, elles pratiquent les tarifs de la Sécu, alors que les maternités de type 2 peuvent, elles ne le font pas toutes, mais elles peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires non pris en charge par la sécurité sociale, mais remboursés par les mutuelles ou assurances complémentaires. Donc, puisque le niveau de technicité n'est pas, le niveau de spécialisation des services n'est pas ici le critère déterminant pour rendre compte d'une sélection sociale des services hospitaliers, quels sont les autres principes de différenciation et de hiérarchisation qui structurent le segment des soins obstétricaux? Et deuxième question, quelles sont les spécificités de l'offre médicale dans les hôpitaux fréquentés par les classes dominantes dans le secteur des soins périnataux? Alors, pour répondre à cette question, on a enquêté donc dans 4 maternités qu'on a choisies pour leur appartenance diverse au secteur public ou privé, pour leur taille et pour leur situation géographique dans des quartiers bourgeois, populaires ou socialement plus mixtes. Aujourd'hui, je vais parler de notre premier terrain, dans une maternité privée d'une commune bourgeoise de la banlieue parisienne qui accueille un public très aisé et international. Je vais le montrer. Il s'agit d'une maternité de type 1 qui réalise 750 accouchements par an, c'est-à-dire une activité, disons, dans la fourchette basse des niveaux d'activité, de volume d'activité des maternités qu'on rencontre en France. Cette maternité privée, comme beaucoup de maternités privées, est caractérisée par un statut différent pour les catégories de personnel en charge des accouchements, qui sont donc les gynécologues, obstétriciennes et obstétriciens et les sages-femmes. En effet, les sages-femmes sont salariées de l'hôpital, alors que les obstétriciennes et obstétriciens relèvent d'un statut libéral et sont en secteur 2, avec des tarifs de consultation très élevés. C'est 100 à 140 € la consultation. Pour cette enquête, pour la communication d'aujourd'hui, je vais m'appuyer sur 33 entretiens semi-directifs que nous avons réalisés avec des femmes au cours de leur hospitalisation qui suit ou précède leur accouchement, et sur 10 entretiens avec des sages-femmes, obstétriciennes, psychologues et secrétaires de la maternité. Nous avons aussi observé une 60aine de consultations médicales et des réunions de staff et d'une cellule dite internationale, qui sont des cellules d'interprétariat interne que je vais présenter plus en détail. Cette enquête nous permet de montrer comment le service s'adapte ici à une clientèle étrangère aisée qui est ici bienvenue. Premièrement, en mobilisant un service d'interprétariat dont vous verrez que c'est du service 3 étoiles. Deuxièmement, en négociant les devis d'hospitalisation à l'avance, avant l'hospitalisation, selon les modalités de remboursement par les assurances. Et enfin, en développant une offre spécifique présentée comme inaccessible ailleurs et en particulier à l'hôpital public. Alors, comment peut-on caractériser socialement le public de cette maternité? Ce sont les 33 femmes que nous avons rencontrées ont entre 23 et 47 ans. Elles sont en couple avec des conjoints et une femme pour l'une d'entre elles qui ont entre 25 et 51 ans et qui ont en général 2 à 5 ans de plus que les femmes enquêtées. Ces femmes ont fait leurs études en France et ou à l'étranger, des études de droit, de commerce, de sciences économiques, de comptabilité, et elles ont presque toutes un niveau Bac plus 5. Elles exercent actuellement des professions libérales, elles occupent des postes d'encadrement dans le secteur privé, souvent dans la finance ou le luxe, et leurs conjoints occupent des postes similaires. Les parents des femmes enquêtées occupent ou occupaient des professions libérales, médecins, avocats notamment, sont ou étaient chefs d'entreprise ou cadres dans des entreprises privées. Peu de mères ne travaillent pas. Parmi ces 33 femmes, 14 femmes sont françaises, dont 2 ont une double nationalité et 13 femmes sont étrangères. Je ne détaille pas la liste des nationalités.
Pour les étrangères, elles ont une résidence provisoire dans les arrondissements bourgeois de Paris ou les communes bourgeoises des Hauts-de-Seine. Et pour les femmes françaises, elles ont leur résidence permanente dans ces mêmes arrondissements ou communes. Les femmes étrangères vivent en France suite à une migration pour poursuivre leurs études ou suite au changement de poste de l'un des deux membres du couple, ou pour quelques-unes parce qu'elles craignaient les conséquences du Brexit ou de la révolution tunisienne pour leur mode de vie ou pour leurs affaires. Alors, comment s'y prend donc cette maternité pour entretenir sa clientèle ? Puisque là, on peut sans aucune hésitation parler de clientèle. D'abord, cette maternité a mis en place ce qu'elle appelle une cellule internationale qui rassemble des interprètes dans plusieurs langues, en arabe, dans plusieurs langues d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, en japonais, en mandarin et en russe. Alors jusqu'ici, on peut se dire, bon, c'est pas si différent que ça des services d'interprétariat téléphonique qu'utilisent parfois des services d'urgence ou différents services hospitaliers de l'hôpital public. En fait, si, c'est très différent puisque ces interprètes étaient toutes auparavant, c'est toutes des femmes, elles étaient toutes auparavant infirmières, cadres de santé ou secrétaires médicales. Donc, en plus d'être voire trilingues, elles maîtrisent parfaitement le langage médical et sont capables non seulement de le traduire dans une autre langue, mais en plus d'expliquer les termes indigènes. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que c'est de l'interprétariat de luxe. Le deuxième, c'est que c'est pas seulement de l'interprétariat. Ces interprètes programment tous les rendez-vous médicaux en planifiant à chaque fois la présence de l'interprète. Donc, quand une femme téléphone pour prendre rendez-vous au début de sa grossesse, elle dit quelle langue elle parle, on lui passe immédiatement un interprète qui parle sa langue et qui programme tous les rendez-vous, un par mois pendant 9 mois, 3 échographies, toutes les prises de sang à la périodicité souhaitée pour qu'il y ait à chaque fois un interprète dans sa langue. L'interprète sera là, y compris pour l'accouchement, si l'accouchement a lieu entre 9h et 18h en semaine, et si l'accouchement a lieu la nuit ou le week-end, dans ce cas-là, l'interprétariat sera par téléphone avec le même service d'interprétariat téléphonique utilisé dans des hôpitaux publics ou dans des services sociaux. Mais vous verrez que c'est assez rare finalement que l'accouchement ait lieu la nuit ou le week-end. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, la maternité envisage de traduire, c'est sans doute fait depuis que l'enquête s'est déroulée, la maternité envisageait à l'époque de traduire les comptes rendus d'hospitalisation en anglais et le site internet de l'hôpital en japonais, en mandarin et en arabe. Et lors d'une réunion de la cellule internationale, une gynécologue explique ça pourrait donner l'impression qu'on fait tout pour qu'elle soit bien accueillie, donc c'est bien. Donc ici, contrairement aux réticences professionnelles mises en évidence par Anaïk Pian, Anne-Cécile Oyer dans une enquête menée sur l'utilisation de l'interprétariat professionnel dans les soins psychiatriques, ici, cette enquête a été menée en milieu plus populaire. Ici, il n'y a aucune réticence, ni frein d'ordre financier, ni lié au temps que ça prend, aucune réticence à utiliser l'interprétariat professionnel. Et au contraire, il est utilisé pour diversifier et entretenir la clientèle et faire venir, donner aux femmes l'impression, aux femmes chinoises, là en l'occurrence, l'impression qu'elles sont bien accueillies et les faire venir. Cette cellule internationale a également une fonction hôtelière et commerciale puisqu'elle réserve les chambres d'hôtel pour les membres de la famille autour de l'accouchement. Elle a aussi une fonction commerciale puisqu'elle adapte, les interprètes traduisent et négocient le prix des chambres en fonction du montant remboursé par l'assurance. Donc, si une femme se présente, là encore, au début de sa grossesse, on lui présente un devis, assez élevé, entre 8 000 et 11 000 euros selon le type de chambre ou de suite choisie. Et la cellule internationale négocie ce devis à 3 en faisant des allers-retours avec madame, avec l'assurance, avec la direction des affaires financières de la clinique.
Cette cellule propose et développe aussi une offre permettant, là encore, de diversifier la clientèle, comme par exemple une soupe chinoise cuisinée par le cuisinier de la maternité, qui est un chef étoilé, et c'est une soupe chinoise supposée favoriser l'allaitement. Là encore, je cite cette fois une représentante de la direction lors d'une autre réunion de la cellule internationale. Notre objectif, c'est de connaître les rites et cultures autour de la grossesse dans les pays pour qu'on s'adapte. Donc ça, c'est le premier élément qui permet de diversifier et d'entretenir la clientèle. Donc l'interprétariat qui assure une fonction également hôtelière et commerciale. Le deuxième élément, c'est le développement la transformation de biens ordinaires en biens rares. Effectivement, on peut considérer que l'accouchement n'étant pas une maladie, étant quelque chose d'assez fréquent dans une vie et dans l'activité des hôpitaux, on peut considérer que les biens de santé produits autour de l'accouchement relèvent de biens de santé ordinaires. Cette maternité les transforme en biens rares par plusieurs moyens. Premièrement, en proposant ce que cette clinique a appelé One Day Maternity Test, c'est-à-dire la réunion lors d'une hospitalisation d'une journée, qui ne nécessite pas toujours une hospitalisation, en fait, mais bon, soit au cours d'une hospitalisation, soit au cours d'une journée sans hospitalisation, peu importe les détails, tous les examens biologiques et échographiques sont réalisés dans la même journée, ce qui permet aux femmes étrangères ou françaises vivant à l'étranger de limiter les allers-retours entre le pays de résidence et la France. Certaines viennent 2 fois, en fait. Une fois au 5e mois de grossesse pour faire tous les examens recommandés et une fois pour accoucher. Et de mettre les pieds dans cette clinique que 2 fois au cours de leur grossesse. Et cette offre, je cite une autre médecin, est destinée à en attirer plus de femmes étrangères ou françaises résidant à l'étranger, et à distinguer cette maternité j'ouvre les guillemets, des maternités qui nous concurrencent et à se positionner un peu différemment de l'hôpital public qui ne propose pas, qui fait revenir les femmes évidemment un certain nombre de fois, une bonne dizaine de fois au cours de leur grossesse. La deuxième offre spécifique qui permet de transformer un bien ordinaire en bien rare, c'est la césarienne sur demande, dite sur demande, qui, alors, sur demande, c'est à la fois une demande des femmes, de certaines femmes dans cette maternité, et une proposition plus ou moins orientée des professionnels. C'est-à-dire que, par exemple, dans les consultations auxquelles on a assisté, il arrive que le médecin ou la médecin demande comment souhaitez-vous accoucher ? Ce qui déjà laisse la possibilité indique qu'il est possible de choisir entre accoucher par voie basse et accoucher par césarienne. Alors cette offre répond à des attentes des femmes qui, soit parce qu'elles sont étrangères ou vivent à l'étranger, ont tout intérêt à limiter la durée de leur séjour en France, soit pour celles qui vivent et travaillent en France, parce qu'elles travaillent jusque le plus tard possible dans la grossesse. On a rencontré plusieurs qui ont travaillé jusqu'à quelques jours avant l'accouchement, voire quelques heures. Certaines avaient programmé l'accouchement par césarienne, arrivent avec l'ordinateur portable, ont travaillé jusqu'à la veille et travaillent jusqu'à ce qu'on les appelle au bloc. Voilà, donc ça, c'est le deuxième type d'offre présentée comme spécifique. C'est expliqué comme ça dans les staffs, c'est-à-dire nous, on répond aux attentes des femmes. Si elles préfèrent accoucher par césarienne, on doit leur permettre de le faire de façon sûre et sans danger, parce que ça répond à leurs demandes dans un contexte où les femmes ne veulent plus qu'on décide à leur place, critiquent les violences obstétricales, c'est expliqué comme ça en staff.
Et deuxièmement, elles n'obtiendront jamais ça à l'hôpital public et c'est important qu'on puisse le leur offrir. Alors, donc vous voyez qu'on est bien loin des communs. Et pourtant, pour conclure, à plusieurs reprises, dans les réunions auxquelles on a assisté et lorsque nous demandions au personnel enquêté, sages-femmes et médecins de nous expliquer le choix de leur pratique, de proposer ou de promouvoir la césarienne sur demande alors que c'est un mode d'accouchement qui reste plus risqué, pas beaucoup plus, mais un peu plus que l'accouchement par voie basse, systématiquement, que ce soit en staff ou avec l'une des 3 enquêtrices, les sages-femmes et surtout les médecins légitimaient ces pratiques dérogatoires aux normes médicales par la diffusion de pratiques innovantes à un public plus large. Par exemple, le fait de pouvoir accoucher par césarienne s'était présenté dans les réunions et dans les échanges avec nous comme un progrès, un moyen de lutter contre les violences obstétricales, un moyen de ne pas imposer aux femmes d'accoucher par voie basse si elles ne le souhaitaient pas. Et en ce sens, c'était vu comme un progrès cette clinique privée était présentée comme une sorte je crois que j'essaie de retrouver les mots exacts en staff, un électron libre qui poussait les services de santé à une innovation qui bénéficie à l'ensemble de la population. Pardon, merci. La conclusion m'a prise par surprise. Merci beaucoup. Donc, on a terminé la première partie de cet ensemble et donc on va débuter la seconde donc avec Candice Lafarge donc pour le collectif Interurgence et donc pour la partie dite professionnelle de la table ronde. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui. Oui, merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour ces belles entrées en matière. Moi, je vais vous parler du collectif Interurgence. Donc, en avant-propos, une manière de repenser son métier, c'est vouloir l'améliorer en y mettant le bien des communs au premier plan. Et je pense que le bien des communs aujourd'hui, dans la santé, c'est l'humain. L'humain qu'on a trop oublié depuis 10 ans. Maintenant, je vais parvenir sur le topo de Frédéric Pierru qui nous a planté un très beau décor sur l'hôpital public aujourd'hui. Je vais plus vous parler d'un attrait beaucoup plus social dans le bien des communs sur une lutte au niveau des yeux d'un soignant. Donc, comment la casse d'un hôpital public se traduit depuis 10 ans dans les yeux d'un soignant? C'est concrètement un manquement de lits. Donc les manquements de lits d'hospitalisation sont ni plus ni moins le fait de restructuration hospitalière, le virage ambulatoire pour une rentabilité beaucoup plus forte avec moins de moyens. Donc ça se traduit forcément quand vous travaillez dans un service d'urgence depuis plus de 10 ans par des patients qui crépissent sur des brancards avec, pour les plus âgés, facilitation de l'habillement cutané, l'agressivité en permanence, un manque de budget constant pour tout ce qui est matériel et pour pouvoir répondre aux besoins de la population et bien évidemment un temps pas du tout adapté et adéquat pour répondre aux premiers besoins de notre population qui est la communication. Donc comment ça se traduit dans les yeux d'un soignant encore une fois parce que je n'ai pas la science infuse et autant de matière à pouvoir m'exprimer sur le sujet qu'un sociologue ou un théseux, mais ces inégalités sociales, quand vous êtes un soignant, c'est très compliqué. Déjà, de 1, les constater, de 2, les mettre en pratique, et de 3, les dénoncer. Il faut savoir que on s'est constitué suite à une agression qui a eu lieu le 18 mars 2019. Donc les agressions sont quand même le plein buzz des services d'urgence de France parce que nous sommes la première porte d'entrée de l'hôpital public qui se meurt depuis trop d'années. Je remets encore un point sur l'hôpital public qui se meurt parce que je pense que le bien commun de ce pays et la santé, on l'a trop mis en avant aujourd'hui pour le laisser mourir. Excusez-moi, j'en perds un peu le fil.
Au regard de ces agressions dont on est victime constamment, on est arrivé à 3 constats. C'est que nos services d'urgence comme l'hôpital ne pourraient plus fonctionner sans lits, sans effectifs et sans revalorisation. Ces 3 revendications sont imbriquées les unes avec les autres et sont ni plus ni moins la clé de ce que pourrait être l'hôpital de demain si le gouvernement actuel nous laissait la place et la chance de pouvoir s'exprimer autour de tables rondes et ne pas rester dans cette espèce de typologie politique et de santé, à ne pas y vouloir intégrer les soignants parce que nous avons justement les clés et l'œil en fait pour pouvoir faire de demain un système de santé fiable et viable. Au regard de ces échanges qu'on a pu avoir sur tout le territoire, donc quand on s'est constitué en mouvement de grève il y a maintenant 21 mois, on a bien ciblé des problématiques bien communes. Donc quand on nous expose que le problème de l'hôpital est différent en fonction des lieux où on s'y trouve, je répondrai non, et au nom du collectif Interurgence, je répondrai doublement non. L'intérêt des communs, en fait, est né dans cette lutte d'améliorer le système de santé français pour pouvoir y mourir correctement. Je m'y entends. Mourir aux urgences, c'est pas top, on va pas se mentir, mais quitte à mourir aux urgences, autant mourir sur un brancard ou sur un lit digne de ce nom, avec un soignant à son chevet, chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Ça, vous le retrouvez dans tous les services de soins, peu importe la spécificité ou la spécialité dans laquelle vous évoluez. Pour pouvoir améliorer justement ces conditions d'accueil et ces conditions de prise en charge, et justement, encore une fois, dans l'intérêt de ces communs, c'est de pouvoir en fait y remettre du sens, et pour pouvoir y remettre du sens, il faut pouvoir discuter avec des intervenants comme des syndicats qui sont sur place depuis bien trop longtemps et qui n'arrivaient pas jusqu'à présent à se sortir de ce prisme dans lequel la santé est. La naissance des collectifs, notamment le collectif Interurgence, qui bousculera tous les codes et le monde de la santé, comme si on était sorti d'un cristallin, et merci d'ailleurs. Suite à ça, excusez-moi. Ouais, on a aussi les économistes atterrés, on a la Ligue des droits de l'homme qui nous suit, les comités de défense et des usagers et des associations d'usagers. Donc vous voyez bien que le commun en fait s'empare des conversations et justement de cette qualité de soins de santé et de santé que nous n'avons plus aujourd'hui. Le but de tout ça, c'est d'allier les luttes et de refonder un système de soins juste pour éviter la déshumanisation des soins et l'absence totale d'attractivité de nos métiers qui conduisent aujourd'hui à une fuite des soignants et une désertification de soignants, donc de lits d'hospitalisation pour pouvoir vous accueillir correctement. En 10 minutes, c'est vraiment très très juste pour pouvoir faire un gros topo sur ce qu'est ce collectif et ce que nous avons pu apporter à l'ensemble de la communauté soignante et patiente, parce que je pense que les deux sont imbriqués dans un bien commun d'intérêt public si on parle surtout de santé, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours en place dans les débats communs, en tout cas on est écouté, pas forcément entendu, mais notre lutte qui est en place depuis 21 mois continue et nous ne lâcherons pas les citoyens et les soignants pour un meilleur monde de la santé demain. Voilà. Merci beaucoup pour ce propos tout à fait synthétique. Je pense qu'il a touché sa cible malgré le peu de temps. Et donc, Jean-Christophe Weber, pour avoir un autre point de vue de l'hôpital. Oui, bonjour. Merci de l'invitation à participer à cette table ronde. Jusqu'à il y a quelques jours, j'espérais quand même que quelque chose se tienne physiquement. Mais bon, tant pis. Le commun se fait à distance maintenant. Alors, moi, je croyais qu'il fallait parler de la pandémie un petit peu et des effets de la pandémie. Et la perception, commencer par dire que la perception de la santé comme commun pour le soignant de terrain, c'est pas du tout avéré. Et ce qui est plutôt perçu en permanence, mais qui était bien aiguisé par la pandémie actuelle, c'est davantage un éclairage sur une polarité traditionnelle. D'un côté, la santé individuelle et de l'autre côté, la santé publique.
Et cette polarité, on la trouve déjà dans le code de déontologie, le premier article du titre 1 qui traite des devoirs généraux des médecins, dispose que le médecin exerce sa mission au service de l'individu et de la santé publique. Et Frédéric Pierru nous a bien montré à la fin de son exposé tout à l'heure comment il pouvait y avoir des difficultés à articuler les deux. Alors, lorsque la pandémie a déferlé, on sait qu'en Alsace, on était aux premières loges de la première vague, les activités habituelles de nos services à l'hôpital ont été suspendues. Et dans mon service, c'est un service de médecine interne, c'est un service qui accueille tout le monde, mais qui a quand même la prétention de faire de la bonne médecine, si ce n'est de la médecine de pointe. Nous n'avons plus accueilli que des patients infectés par le coronavirus. Et globalement sur l'hôpital, à peu près la moitié ou 60% des lits qui restaient ouverts étaient occupés par des malades infectés par le coronavirus. Et les entrées, les admissions, les passages aux urgences pour d'autres motifs ont chuté considérablement. Dans quelques services, dont le nôtre, on a essayé de maintenir des consultations, mais beaucoup ont été fermés et remplacés par des dispositifs de télémédecine. D'ailleurs, de nombreux malades ont préféré rester chez eux, et c'est encore le cas un peu moins peut-être cet automne. Donc à l'échelle de l'individu, il y a eu un tri spontané des malades, par les malades eux-mêmes, qui étaient alimentés par la crainte et renforcés par ce qu'on pouvait entendre toutes les demi-heures à la radio. Et tout s'est passé comme si du fait de l'afflux massif des patients infectés, et ces derniers, et puis la réorganisation de l'hôpital qui s'en est suivie, ces derniers étaient devenus non seulement prioritaires, ce qui peut se comprendre, mais des usagers quasi exclusifs de l'hôpital public. Il y avait une valeur différentielle des vies qu'on peut prendre dans un autre sens. Ceux qui avaient peut-être le plus de valeur, c'est ceux qui pouvaient entrer dans un protocole thérapeutique. Et on s'est rendu compte assez vite, mais quand même pas immédiatement, des effets extrêmement délétères sur la santé individuelle de toutes les personnes qui n'étaient pas infectées, mais dont la prise en charge pour ce qui les concernait a été retardée, différée, et parfois considérablement. Alors, il me semble que dans l'hôpital, on n'a pas du tout vécu la même chose que dans les EHPAD, où de nombreux malades n'ont pas été transférés à l'hôpital, mais pour ceux qui ont été hospitalisés, chaque personne a été soignée comme si elle était unique, et ce qui était tout à fait conforme à l'habitus ordinaire, mais qui trouvait à s'exprimer de manière tout à fait particulière, parce que on ne tournait, tout l'hôpital était organisé autour d'une seule maladie. Et on a vécu une espèce de parenthèse tout à fait spéciale. On était dans un autre monde, dans une espèce de bulle extraordinaire. Alors bien sûr, il y a eu quelques décisions délicates sur le transfert ou non en réanimation, mais ces situations d'accès à la réanimation sont également ordinaires. Et on oublie de le rappeler, lorsqu'on a parlé du tri à l'entrée de la réanimation, que c'était une question nouvelle. Alors, bien sûr, on peut débattre à loisir des méthodes employées, mais là, il s'est aussi exprimé un paradoxe. C'est d'habitude, la société milite pour les droits des malades à la limitation des soins et à la reconnaissance qu'on peut refuser l'acharnement thérapeutique, alors que là, c'est plutôt pour cette épidémie un discours inverse en faveur de l'acharnement thérapeutique qui s'est exprimé. Enfin, cette période que nous avons vécue, j'en parle un petit peu au passé parce que cet automne c'est un petit peu différent, mais la période du printemps a eu quelque chose de très paradoxal. Parce que la plupart d'entre nous en France, et dans d'autres pays bien sûr, aussi se sont retrouvés isolés et séparés les uns des autres. Et chacun était quand même dans sa solitude confinée, confronté à une réalité similaire, exposé au même discours répétitif, au même slogan, bref, au même moment collectif, mais chacun dans son coin. Et dans l'hôpital, on était un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire on était tous ensemble. Donc c'est aussi, ça participait beaucoup, cette impression d'être dans une bulle particulière, alors que lorsqu'on quittait le lieu de travail, on traversait une ville complètement déserte. Et
il y a eu aussi un autre paradoxe, c'est qu'avec le confinement et toutes les mesures de distanciation, ça a fait, me semble-t-il, disparaître l'espace public. Au motif de préserver la santé publique, on a fait disparaître beaucoup de choses de l'espace public et donc beaucoup de communs. On peut se poser la question que ce serait une santé comme commun sans espace commun, sans espace public. Est-ce que ce serait la somme des états de santé individuels? Mais encore une fois, pour revenir dans cette bulle particulière qu'a été l'hôpital, c'est que dans ce microcosme-là, on n'a jamais été autant public par rapport à la vie ordinaire et on n'a jamais autant partagé. Mais ce partage, cette coopération en fait active et inventive, ça a supposé quand même une pluralité visible et audible, un apparaître ensemble qu'il a fallu maintenir un peu contre les directives réglementaires. Par exemple, nous avons dans mon département hospitalier qui comporte 3 services, qui sont habitués à coopérer étroitement, on a maintenu toutes les réunions collectives. Et dans la salle de réunion, on ne peut absolument pas respecter les distances physiques qui étaient par ailleurs recommandées. Et ça a été tout à fait indispensable pour penser ensemble ce qui était en train de se passer. Et déconstruire certaines étiquettes, certaines logiques qui se mettaient en place, ou par exemple organiser la visite des proches. Ça, c'était une aventure quasi-politique, de permettre la visite des proches au motif que précisément, il y avait, s'il y a quelque chose dans la santé comme commun, ce qui nous est commun, c'est les conditions pour être en santé. Et notamment, ça suppose des contacts de proximité avec des proches. Alors, cette pandémie a montré comment l'arbitrage entre la santé individuelle et la santé publique a été déplacé brutalement, puisque les directives sanitaires qui interdisaient les visites aux familles montraient qu'il y avait la possibilité, là, en privilégiant la santé publique, de finalement détruire la santé individuelle que l'on voulait par ailleurs préserver. Il y a eu des situations tout à fait ahurissante d'incongruité et d'incohérence. Il y a eu aussi d'autres dysfonctionnements qui ont été mis au jour, par exemple le pilotage par l'Agence régionale de santé, qui était en dessous de tout, qui a montré ses profondes lacunes, faute d'une connaissance du terrain. Mais alors là, c'était vraiment criant. Et c'était d'autant plus criant que sur le terrain, des capacités issues de la coopération ont pu s'affirmer de manière tout à fait libérée. Des coopérations interservices, interprofessionnelles, parce que pendant plusieurs mois, les logiques dont Frédéric Pierru a parlé, qui accélèrent le passage de l'hôpital vers une entreprise, ces logiques-là, elles ont été en suspens. La marchandisation de l'hôpital était en quelque sorte mise entre parenthèses. Et on n'a plus entendu parler de performance hospitalière, de tarification à l'activité, de part de marché à conquérir sur le privé. Bien sûr, tout ceci va revenir à toute vitesse. Et par rapport aux inégalités de santé, c'est quand même un aspect qui est en contraste avec la santé comme commun, il me semble que l'hôpital public, bien sûr, c'est un lieu où on peut les observer, mais c'est aussi un lieu où elles s'atténuent, et ça a été aussi bien remarqué dans la période de la pandémie. D'un côté, elle a rendu plus visibles les inégalités de santé. La population qui est arrivée à l'hôpital pour nécessiter des soins, de l'oxygène, voire de la réanimation, était majoritairement constituée de gens de conditions plutôt modestes et en surpoids. Mais bon, finalement, c'est aussi ce qu'on observe en dehors de la pandémie, peut-être à une échelle un peu moindre. Mais ça a été aussi cette période un banc d'essai assez probant que l'hôpital public était un lieu où se compensaient, voire s'arrasaient ces inégalités. Malheureusement, c'est probablement qu'une parenthèse. L'hôpital public était en piteux état et il le demeure, et bientôt on va à nouveau entendre les sirènes qui appellent au décrassage des inerties et à prendre exemple sur le secteur privé. Les pratiques coopératives
elles vont être remisées dès lors que l'accent sera remis sur les performances, y compris les performances scientifiques de la publication. Et puis, ce qui me semble alors le pire, c'est que les outils détricotent le commun, par exemple, de remplacer la coprésence physique des gens par ces ersatz qu'on nomme la visioconférence, non seulement ont pu se développer, mais aussi apparaître comme des solutions techniques qu'il faudra conserver et même accroître et voir se développer. Alors ça va être quand même une catastrophe pour ce qui est de la santé comme commun. Un autre indice, c'est que ériger des barrières comme les gestes barrières et la distanciation, au double motif de protéger la santé individuelle et la santé publique, pour une fois les deux font la paire, ça limite terriblement les connexions et les points de contact, et donc la fabrication du commun qui nécessite des points de contact et des connexions. Et je vois donc là, il y a eu un espoir pour la santé comme commun, mais cet espoir sera vite déçu. Et puis je ne sais pas s'il reste une minute ou Anne, oui. Alors, d'une manière un peu plus abstraite, je ne sais pas si ça m'a fait réfléchir, cette santé comme commun. Et j'avais du mal à adhérer à cette idée. Alors je me suis dit, oui, peut-être, si on estime que la santé de chacun exprime singulièrement l'état de santé de ce qui nous est commun, c'est-à-dire ce que Simondon appelle le pré-individuel, ou ce qu'on appelait le pré-individuel après Simondon, qui est en quelque sorte la matrice, la trame de notre individuation. Et donc, pour qu'on puisse se singulariser, s'individuer de manière épanouissante, il faut que ce qui nous est commun soit en bonne santé. Alors, de ce point de vue-là, oui, mais il faudrait là aussi entrer dans les détails, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure. Oui aussi, si on tient assez ferme sur la remarque de Kant, qui disait dans le conflit des facultés, on peut se sentir bien portant, mais on ne peut jamais savoir que l'on est bien portant. Il découle de cette affirmation, et quand Guilhem l'avait souligné, qu'il n'y a pas de science de la santé. Alors, donc, si on part du présupposé qu'il y a une science de la santé, et c'est ce qui peut arriver si on cherche à en délimiter soigneusement les contours, alors je dirais non. Il ne peut pas y avoir de santé comme commun si on prétend qu'il y a une science de la santé. Non, la santé n'est pas un commun si la santé se résume à la perspective hygiéniste tout entière orientée vers l'absence de tout risque et qui réduit la vie à la survie de l'organisme. Et enfin, on voit bien les experts médicaux et les ministres qui se sont succédés au micro de toutes les radios et devant toutes les télés pendant des mois. Mais est-ce qu'on veut être gouverné par des gens comme ça ? Pour ma part, je préfère dire non. Et non, la santé n'est pas un commun si elle est confisquée par quelques experts et ne fait pas l'objet de discussions démocratiques. Et dans cette démocratie, on parle de démocratie participative, c'est l'un des aspects de la démocratie sanitaire, la participation du patient. Et si la participation se résume à des choix individuels qui résultent de la prise en compte responsable de ces facteurs de risque individuels, alors là non plus, je ne suis pas tellement d'accord pour m'embarquer sur le navire de la santé comme commun. Voilà, mais je crois que là maintenant j'ai dépassé mon temps. Je coupe mon micro. Merci Jean-Christophe, merci beaucoup. Il sera temps encore le temps ensuite de redire quelques mots. Donc le temps est venu des discussions et donc donne la parole à nos deux discutantes en même temps. Et peut-être si vous relayez aussi les questions qui auront été posées. Merci Anne. Émilie, veux-tu commencer ou est-ce que je commence ?
Vas-y. On s'est réparti l'introduction à la discussion parce qu'on veut laisser un peu de place autant que possible aux questions qui viendraient aussi de l'extérieur. Mais pour tirer un fil, on s'est dit que chacune en tirerait un entre vos interventions à tous les quatre. Et alors moi, celui que je voudrais tirer, c'est celui qui court en filigrane de vos quatre interventions. C'est celui d'un rapport ville-hôpital ou ambulatoire hôpital autour des communs, mais aussi arrimé avec une question en filigrane qui est celle des inégalités. Alors, inégalité sociale, inégalité spatiale. Vous l'avez soit évoqué directement, soit moins directement. Je voudrais quand même, et peut-être avec des visions un peu différentes. Donc c'est quelque chose sur lequel je voudrais lancer une première discussion. Frédéric Pierru, vous disiez à juste titre, santé publique, c'est santé comme commun dans le domaine de la santé publique ou de la santé de proximité ou commun hospitalier. Vous avez très fortement, je trouve, montré avec Pierre-André Juven et Fanny, son nom m'échappe, ça. Vincent, merci. Ça revient, voilà. Fanny Vincent, qu'en fait, il y avait un mirage du virage ambulatoire. Hein, j'aime beaucoup cette expression parce qu'en gros, une des manières d'élargir l'espace des communs, c'est effectivement de recentrer sous une forme d'égalité entre ville et hôpital. Mais on se rend compte que le virage ambulatoire est une forme de slogan néo-managérial pour en fait déshabiller Paul mais pas rhabiller Jacques. Donc de ce point de vue-là, est-ce qu'on n'a pas obligation, et c'est peut-être une question que je tire pour tout le monde, à penser ensemble ces deux espaces pour penser la santé comme commun, et ce qui va bien à l'encontre de tout ce qui est l'orientation, je pense, des politiques de santé récemment, si on s'en tient à un virage ambulatoire qui reste un slogan. Et de ce point de vue-là, l'autre élément sur inégalité, c'est si on rentre, c'est entre, par exemple, ce que disait Mogeli autour de cette question, c'est on regarde aussi combien un service comme celui d'un interprétariat, qui, y compris quand il est le même, enfin, Maud n'a pas nommé le service en question parce que les enquêtes sont anonymes, mais on voit très bien comment un même service et un même prestataire de service peut être sollicité dans un hôpital type médecine des riches et dans des services sociaux pour des catégories populaires. Or là, l'acceptabilité financière de ce type de service d'interprétariat, qui pourtant a le même coût, hein, il ne change pas entre un côté et l'autre du périphérique, ou je ne donnerai pas de lieu précis, mais en tout cas l'acceptabilité financière et sociale de ce type de service d'interprétariat est pas du tout le même selon la clientèle à laquelle il s'adresse, et n'est pas du tout le même s'il est en ville ou à l'hôpital. Donc là encore, on a quelque chose à penser sur ces espaces dans les communs. Et alors, dernier point, peut-être qui me paraissait un point discuté entre les interventions de Candice Lafarge et Jean-Christophe Weber autour de cette question ville-hôpital, c'est que j'entends tout à fait la parenthèse enchantée qu'a pu représenter, si je peux me permettre l'expression, mais je la reprends dans son sens, je dirais, de dynamique coopérative, le moment de la pandémie à l'intérieur de l'espace hospitalier. Pour autant, je n'avais pas l'impression que vous aviez forcément tout à fait la même vision de cette parenthèse. Et pour avoir plus spécifiquement enquêté à partir du territoire séquano-dionysien, hein, à partir duquel on s'exprime à la MSH Paris-Nord, le problème de savoir si l'hôpital est un lieu qui peut abraser les inégalités se heurte à des inégalités de dotation flagrantes. Juste quelques chiffres, mais en Seine-Saint-Denis, c'est 13 lits de réanimation pour 100 000 habitants. Il y en a 23 dans les Hauts-de-Seine, il y en a 35 à Paris. C'est 25% de généralistes en moins que la moyenne nationale. C'est 37% de sous-dotation en ligne médecine à l'hôpital. Et c'est 124% de surmortalité du Covid à l'échelle du département. C'est 169% à l'échelle de pleine commune, c'est-à-dire la communauté d'agglomération qui inclut Saint-Denis, Aubervilliers, donc le territoire de la MSH Paris-Nord. Donc de ce point de vue-là, que fait-on pour garantir des communs si on
pense pas les liens entre ville et hôpital, mais aussi que si on pense pas les sous-dotations structurelles qui amènent peut-être à réfléchir sur quelle politique de rattrapage des inégalités et quelle universalité. Je m'arrête là pour un fil. Donc je passe la parole à Émilie pour l'autre. Oui, excusez-moi, il y a un bruit de fond là, très momentané, ça tombe très mal. C'est les affres du télétravail. Oui, merci Laure pour avoir introduit cette discussion et merci à tous les intervenants. J'ai vraiment trouvé très très intéressant les contenus qui ont été mis en perspective les uns avec les autres. Alors pour suivre un petit peu le fil de Laure et puis ajouter une dimension à la discussion. Effectivement, on voit que Laure a aligné un certain nombre de chiffres qui permettent justement d'objectiver des inégalités territoriales de santé, qui montrent bien que la santé n'est pas un bien commun. En tout cas, on peut pas, ce n'est pas effectif pour le moment, loin de là. Et donc moi, je me suis posé la question en vous écoutant, et puis ça fait le lien avec mes travaux depuis plusieurs années sur à quel point finalement les systèmes d'information sur la santé sont un bien commun. On devrait les considérer comme un bien commun. À quel point on a du mal finalement à trouver les informations adéquates pour objectiver la santé, mais aussi les inégalités sociales de santé, avec des indicateurs adéquats, dans une temporalité qui soit aussi utile. On l'a vu beaucoup pendant la crise sanitaire. On a vu une profusion de chiffres arriver dans l'espace public qui sont produits par les producteurs de la veille sanitaire et que sont Santé publique France en particulier, enfin qu'est Santé publique France en particulier, mais avec des indicateurs très difficiles à comprendre même pour une épidémiologiste comme moi, et avec un travail du coup avec l'intervention d'acteurs qui ont fait le lien finalement entre la population et ses producteurs, et j'ai trouvé qu'il y avait un travail remarquable de fait par certains journalistes de décodage, de déchiffrage, mais aussi de déconstruction des chiffres qui ont tendance à être réifiés dans ces moments, avec la litanie journalière de l'annonce du nouveau nombre de morts, etc., qui a été déjà pointé. Mais donc il y a eu vraiment ce travail de décodage qui finalement a été pris en charge par des acteurs auxquels on s'attendait pas finalement. Et puis, mais du coup, ce qu'on a pu observer, et nous en particulier dans le domaine de la recherche sur la santé des populations, c'est la difficulté à collecter dans un temps donc utile des données de santé qui nous permettent d'aller plus loin que ce constat général des inégalités sociales face au Covid. J'étais très sensible à l'argument de la paresse intellectuelle. C'est vrai qu'on peut se satisfaire de dire il y a des inégalités sociales, on les voit, elles sont évidentes, et puis on a eu bien sûr, ça a été aussi beaucoup relayé par les médias, des témoignages qui ont rendu très concret le vécu de la crise par certaines catégories de la population, mais on a manqué de données pour objectiver ça. Je pense que c'est un vrai point sensible parce que finalement c'est très complexe, c'est quelque chose de très dynamique, et donc on aurait vraiment besoin de pouvoir suivre ce qui se passe et comment ces états de santé se différencient, et puis finalement comment se construisent ces écarts de durée de vie en bonne santé, on pourrait dire, et pas seulement du fait du système de soins qui est bien sûr en première ligne pour prendre en charge les patients qui ont des formes plus graves, mais en amont de ça, bien sûr, toutes les conditions de vie qui ont participer au fait que certains soient plus au contact du virus, le contractent davantage. Je pense bien sûr aux conditions de logement, au surpeuplement du logement, aux conditions de travail pour les travailleurs essentiels, les travailleurs en première ligne. Et c'est vrai que on n'a pas, ne serait-ce qu'en France, un système d'information qui nous permet d'avoir des données de décès par profession, des données de décès par cause médicale par profession. Ça n'existe pas en France de manière régulière. Enfin, on n'a pas ces données mises à jour régulièrement. L'INSEE a fait un travail remarquable, je trouve vraiment, de mise en ligne en temps quasi réel, de manière très réactive, les données de mortalité, toutes causes confondues par échelle territoriale fine, par âge, par sexe, etc. Ça a mis en évidence la situation très exceptionnelle du département de la Seine-Saint-Denis au regard de sa démographie, et qui n'aurait pas dû avoir ce profil-là de mortalité pendant la crise. Donc ça alerte, mais on manque vraiment d'outils pour aller plus loin. Et donc se pose la question des suites qui vont être données à ça, à quel point c'est un révélateur aussi de ces défaillances, à quel point on va pouvoir avancer dans les systèmes d'information de ce point de vue-là. Donc le lien ensuite avec plusieurs interventions, c'était donc... Et à travers ça, on n'est pas capable de dire encore exactement quelle a pu être la mortalité des soignants ou des travailleurs au front, en lien direct avec le Covid. En Grande-Bretagne, dès le mois de juin, on avait des données qui montraient une surmortalité dans certaines professions, pas directement chez les soignants, pour des raisons qui étaient expliquées à ce moment-là par le fait qu'il y avait un meilleur accès probablement aux soins, ou peut-être un dépistage plus précoce, donc moins de formes graves
qui se développait, mais on est mal outillé. Et donc, je voulais tirer le deuxième film, et très rapidement, c'est celle de la santé des soignants. Est-ce qu'on peut parler de santé comme commun si on ne met pas en priorité la préservation de la santé des soignants? Et par soignant, je veux avoir une acception large. Je veux aussi parler des gens qui prennent soin des autres. Donc, il y a toutes les professions du care, les professionnels du soin à proprement parler, les professions du care qui sont souvent occupées par des personnes qui sont moins bien payées, qui sont plus bas sur l'échelle sociale, beaucoup de femmes, de familles monoparentales, de personnes d'origine immigrés, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce point de vue-là pour construire aussi cette santé en commun avec eux? Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions à relayer? Alors là, les messages Paris-Nord, non, on n'a pas de questions d'internautes, donc en fait, vous allez... On ne vous entend pas? Oui, non. Oui, excusez-moi. Oui, nous n'avons pas de questions. Marianne, c'est pas le micro, visiblement, c'est la connexion, en fait. Je crois que c'est bon, là. Là, c'est bon. Oui, donc à la message Paris-Nord, il n'y a pas de questions des internautes, donc vous allez pouvoir avoir le temps, chacun, de répondre à toutes ces questions très intéressantes et stimulantes. Donc, les intervenants ont à nouveau la parole, l'ordre que vous voulez, il suffit de faire signe si vous souhaitez intervenir. Répondre à ces interpellations. Frédéric, Pierreux? Oui, je vais être court, en fait, parce que je pourrais répondre sur le tout, et je trouve ça très intéressant. Il faudrait comparer notamment la place de l'interprétariat donc dans une clinique UP et puis dans les permanences d'accès des soins de santé. Je pense notamment à les PASS, qui sont un coût à l'hôpital Saint-Louis que j'avais étudié. C'est très intéressant. Non, mais ce que je voulais dire, c'était plutôt dans la droite ligne ce qui a été dit sur les inégalités, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir quand même être un petit peu opérationnel, précis, tout ce que vous voulez sur cette histoire de commun, parce que d'un côté, les communs nous tirent vers la démocratie. Donc la démocratie participative, une plus grande, effectivement, comme l'a dit très bien Jean-Christophe, finalement une réfutation de la légitimité d'expertise d'un côté, et donc d'emblée, on le sait, tous les travaux de sociologie et de sociologie politique sur la démocratie participative aboutissent à la même conclusion, c'est-à-dire que ce sont les CSP+, qui investissent ces dispositifs-là. D'accord. Et puis de l'autre côté, les communs nous disent oui, mais on veut l'égalité d'accès aux soins, les soins non seulement, mais aussi des soins de même qualité et de même sécurité. Et on s'aperçoit bien que, on l'a bien vu dans la démonstration qui a été faite par Maude. Effectivement, il y a une structuration inégalitaire de l'offre de soins. Donc, vous voyez, dire qu'on est pour les communs entre l'objectif de démocratisation d'un côté et l'objectif d'égalité ou d'égalisation de l'accès aux soins de même qualité et de même sécurité, on sent déjà qu'il y a une tension. Voilà. Donc, et je pense que c'est quand même, ça serait quand même un peu, il faut vraiment, c'était le sens de mon intervention, c'est-à-dire qu'il faut quand même rentrer dans les boîtes noires, il faut rentrer dans le détail et y compris travailler les tensions au cœur même du commun ou de la définition des communs entre démocratie, égalité, etc. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Jean-Christophe? Pour prolonger et rester un peu sur la question de l'interprétariat, avec la pandémie, alors, à l'hôpital public à Strasbourg, on dispose d'interprètes sur appel d'une association qui s'appelle Migration Santé Alsace. Et c'est une prestation qui a un coût certain pour l'hôpital, avec des pressions qui se faisaient sur les services les plus demandeurs de services d'interprétariat, pour essayer de limiter la demande, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer, etc. Alors avec la pandémie, on n'a plus pu faire appel à ces interprètes, et il y a des services d'interprétariat en ligne, par téléphone, à distance, moins 10 ans sur le plan financier, qui se sont développés, et maintenant qui sont en concurrence avec un service présentiel de qualité
c'est quand même l'interprète à distance, c'est quand même un ersatz pas terrible. Et bien maintenant, on voit apparaître ces solutions avec l'idée peut-être, si l'ARS réussit son coup, de mettre en concurrence, c'est-à-dire de faire un appel d'offres. Et l'association qui a été une des associations phares en France pour développer une charte de l'interprétariat professionnel dans les hôpitaux, pour des labels d'hôpitaux ouverts à la diversité, etc., va se retrouver une espèce de concurrence déloyale par des services, des prestations à distance, moins rémunérées, moins coûteuses pour l'hôpital. Ça manque pas de sel. Alors là, il y a des inégalités qui reflètent les inégalités territoriales, les inégalités dans l'organisation des soins. Moi, quand je parlais des inégalités qui sont à raser ou compensées à l'hôpital public, c'est dans un hôpital public pour un territoire donné. Mais effectivement, quand on compare les territoires entre eux, là, on peut revoir sa copie. Excusez-moi, moi je voulais revenir sur ce que Émilie disait tout à l'heure, notamment sur les systèmes d'information sur la santé et la difficulté d'avoir des chiffres concrets. Encore une fois, d'un regard d'un soignant, ça a été très compliqué à vivre parce que nous-mêmes, au sein du collectif, on a voulu collecter certains chiffres pour nos données personnelles et pour pouvoir justement monter des groupes de travail et faire des graphiques. Et on s'est aperçu qu'avec le gouvernement que nous avons, concrètement truffé de mensonges, tout nous est caché. Comme d'ailleurs au tout début de cette pandémie, au-delà de la crise hospitalière que nous sommes en train de vivre depuis des années, si nous avions eu le stock nécessaire et suffisant, donc un contrôle de notre gestion gouvernementale, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette merde noire de pandémie du Covid-19 à essayer de collecter des chiffres, des informations et justement savoir de comment est-ce qu'on est décédé du Covid en ville et comment est-ce qu'on est décédé du Covid à l'hôpital. Je pense que ce soit en ville ou à l'hôpital, les inégalités dont on parle depuis le début, ils sont très fortes, notamment en premier lieu par une question sociale, on ne va pas se mentir. On rentre en France dans un système de mœurs où soit on est pauvre et malheureusement c'est très compliqué de se faire soigner et on va à l'assistance publique et on se rend compte que dans les structures hospitalières publiques ça se complique de nouveau, soit on est riche, on va dans les structures cliniques. Et je souhaitais aussi revenir sur la mortalité des soignants pendant le Covid dont on a été victime et où pour la plupart des soignants on a camouflé justement ce taux de mortalité en disant que les soignants avaient été infestés en dehors de l'hôpital et non sur leur lieu de travail, et où là je souligne un autre point, qu'est-ce que le bien de ces communs et la santé des soignants si on n'est pas capable de pouvoir les protéger pour pouvoir protéger à bien la population et les soigner. Donc je vous relance un troisième fil rouge sur les deux premiers que vous nous avez lancés. Merci. Oui, Laure. Oui, juste une micro-réaction à ce que disait Candice Lafarge à l'instant et ce que disait Émilie, mais c'est vrai que c'était juste un témoignage, c'est-à-dire que nous, on a commencé à travailler avec une collègue avec laquelle je travaille sur la Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Audrey Mariette, sur la situation de la surmortalité en Seine-Saint-Denis au moment du premier confinement. C'était notre manière de faire face et réagir au premier confinement, et on a travaillé avec des statisticiens collègues et amis à essayer de collecter des données, et ça a été la croix et la bannière, de collecter des données complètement éparses, et c'est ce que dit Émilie, et je suis quand même hyper frappée sur le fait que la mortalité des soignants, les premières données qu'on a pu repérer, c'est Mediapart en fait qui les a collectées. C'est l'observatoire que Mediapart a mis en ligne, qui était une forme d'observatoire participatif, de témoignages de familles de soignants, mais aussi de collecte pour essayer de objectiver un peu les effets sur les soignants au sens large. C'est-à-dire que les soignants à l'intérieur de l'hôpital, les soignants aidants, y compris dans les EHPAD. Et je pense que ça pose une vraie question, cet accès à l'information, parce que si on parle de démocratisation, sans accès à l'information, c'est une vraie question.
Oui, et puis donc oui, pour rebondir aussi sur ces questions, c'est vrai qu'on pourrait, enfin, on est vraiment dans un moment qui est très paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, on a vraiment tout le discours autour de l'open data, datagouv.fr, où vous vous connectez, vous allez voir, vous avez l'impression que vous avez l'ensemble des données rendues publiques et qu'il suffit en fait de maîtriser un minimum les bases d'un tableur Excel ou d'un pour obtenir le chiffre qui vous intéresse, et donc il y a une grande transparence. Et puis finalement, dès qu'on cherche quelque chose de précis, enfin moi j'étais vraiment confrontée à ça, comme Laure le disait par rapport à ses propres recherches sur le département, que finalement il faut quand même faire très attention. D'une part, la donnée n'est pas toujours là, voire pas. Enfin, pour l'instant, dans mon cas, en général, j'ai pas trouvé la donnée que je cherchais. Ensuite, quand je trouvais un indicateur, il faut vraiment savoir le lire, il faut vraiment savoir le déconstruire pour se rendre compte de ce qu'il y a dedans et de ce que ça veut dire. Et puis, du coup, donc ça pose vraiment cette question de deux mouvements parallèles, à la fois le côté très chapeauté par le gouvernement avec ce mouvement national de mise en ligne des données, de données de différentes sources, et puis des démarches participatives. Alors, tout ce qui est autour des sciences citoyennes, des sciences participatives, etc., qui se développent beaucoup dans le domaine de la santé des populations aussi. Alors, moi, j'ai eu plus d'expérience autour des questions de pollution et des collectifs qui se sont constitués, où on voit là encore des effets de CSP++, qui sont ceux qui vont se mobiliser le plus, se préoccuper le plus et être plus moteurs. Mais il y a d'autres expériences. Il y a eu des cartographies participatives aussi sur les suicides au travail, qui remontaient des sections syndicales de Solidaires, etc. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est aussi pas facile de s'y retrouver. Mais l'exemple que citait Laure, je le trouve vraiment très intéressant, parce que il y a aussi une ouverture du coup. Donc finalement il y a peut-être quand même une mise en commun plus grande. Il y a peut-être une cacophonie, un brouillage, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent et on ne sait plus lesquels sont signifiants, pour ne parler que des chiffres. Mais il y a quand même une prolifération de sources et d'initiatives qui est intéressante. Malgré tout, là-dedans, comme l'a très bien souligné Candice, alors ça c'est un grand classique de la santé au travail. Quand on voit des différences de mortalité entre professions pour une cause ou une autre, la question c'est toujours, est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est les conditions de vie, les comportements individuels, les comportements de santé? Et dans la majorité des cas, on va reporter la responsabilité, la causalité sur les facteurs individuels qui, bien entendu, jouent un rôle. Ils ont un rôle à jouer, mais eux-mêmes sont déterminés par des déterminants sociaux en amont qui seraient bons de discuter, y compris les conditions d'emploi et de travail. Et puis, bien sûr, que dire des expositions directes au travail, du fait que les soignants n'avaient pas de masque, ça a pourtant été dit et redit. Et c'est vrai que quand on regarde la première page de la PHP, ou la page qui en fait décrit le dernier décompte des contaminations qui ont eu lieu Covid à l'hôpital, sans parler de décès, c'est le décompte des contaminations. Il est dit, mais en grande majorité, ces contaminations ont eu lieu à l'extérieur de l'hôpital et reflètent donc la circulation du virus dans l'ensemble de la population. Et je trouve que c'est affirmer quelque chose qu'il est absolument pas possible d'affirmer et qui en plus est peu plausible au regard de ce qu'on sait des conditions d'exposition au virus quand même parmi le personnel hospitalier et soignant. Voilà. Jean-Christophe Oui, je vais faire plusieurs remarques pour nuancer un peu, parce que d'abord, pour avoir des données, il faut les récolter. Elles ne se récoltent pas toutes seules. Nous, on a eu à répondre 2 fois par jour à des questions sur le nombre de malades, et alors quand il y avait un test qui était en attente, c'était vraiment comme si on crucifiait notre interlocuteur, parce qu'on l'empêchait de savoir s'il fallait compter plus ou compter moins. Et il y a peut-être du temps, il faut accepter qu'il y ait un petit peu de temps entre l'événement et la prise en compte de certaines, de pouvoir étudier cet événement correctement. Parce que sinon, ça va exiger une transparence de nous-mêmes à ce qu'on collecte des données indépendamment de notre volonté. Et ça, je trouve que c'est déjà un virage dans lequel il ne faudrait pas s'engager. Autre chose, c'est la contamination des soignants. Il se trouve que dans beaucoup d'hôpitaux, alors le mien en a fait partie, mais il y en a eu pratiquement dans tous les hôpitaux publics, il y a eu des enquêtes sur les soignants infectés. Alors que moi j'ai été infecté, je connaissais le système de l'intérieur, on répond à des enquêtes qui tentent de déterminer justement le mode de contamination des soignants.
Eh bien, il me semble tout à fait plausible que beaucoup de soignants aient été contaminés en dehors de leur travail. Je ne vois pas pourquoi ce serait moins vraisemblable que de dire qu'ils ont tous été contaminés sur leur lieu de travail. Un seul indice, dans mon service, l'unité de maladies infectieuses, qui a accueilli les premiers malades et qui a accueilli encore les derniers, quand il y en avait encore au cours de l'été, il n'y a eu aucun soignant contaminé. Donc, sur le lieu de travail, bien sûr, ça ne vaut pas une preuve du contraire, hein, mais juste dire que on ne peut pas dire, on peut ni affirmer le lieu d'une contamination comme étant l'hôpital ou la vie privée. Ce n'est pas, à mon avis, c'est pas possible dans beaucoup de situations. Et donc, avant de tirer des conclusions à partir du taux de contamination des soignants, attendons d'avoir quelques données un peu plus fiables. Et pour le moment, on ne les a pas. On n'a pas encore eu le temps de les avoir. Alors, juste peut-être si je peux me permettre de donner un élément de réponse par rapport à ça, hein, puisque moi je participe à une grande cohorte qui s'appelle EPICOV, conduite en population générale, et qui recrute 135 000 personnes, un échantillon représentatif de la population française, parmi lesquels se trouve un nombre important de soignants, hein, de personnes qui ont déclaré une profession de soignant. On observe bel et bien une séroprévalence plus élevée chez les soignants, donc je voudrais savoir pourquoi à ce moment-là, ils sont tellement au-dessus des autres. Voilà, donc je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas dire pour une personne donnée, hein, sur un individu, on ne peut pas déterminer la cause de la contamination, sauf si vraiment on avait un carnet qui retrace et qu'on soit capable de dater une contamination de manière très précise. Mais en tout cas, d'un point de vue statistique à l'échelle de la population, on voit bien un surrisque chez les soignants. Et étant donné le fait qu'ils sont au contact quotidien de personnes infectées et donc du virus, il est quand même très raisonnable de penser qu'une partie de ce surrisque serait liée à leur exposition professionnelle. Je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas l'affirmer, et sur une personne donnée, on ne peut pas l'affirmer. Mais statistiquement, on le voit et c'est assez net. Voilà. Voilà, excusez-moi, pour des raisons techniques, il va falloir qu'on conclue cette table ronde. On va peut-être demander à Anne Rasmussen d'éventuellement dire un mot. De toute façon, demain matin, une synthèse de cette table ronde ainsi que des autres tables rondes aura lieu, et ça sera peut-être le moment de continuer à non seulement à tirer les fils rouges et à soulever, voilà, et à reprendre des points là de débat qui n'ont pas pu être menés jusqu'au bout. Donc Anne Rasmussen, vous voulez dire un mot ou pas? Je peux dire un mot. Maud, vous aviez juste... vous vouliez dire quelque chose en deux phrases ou... Oui, exactement, en deux phrases. Sur les contaminations, non, pas de problème. Sur les contaminations des soignants, alors Émilie l'a dit, les contaminations ont été rapportées aux contaminations hors travail, ce qui est assez classique. C'est aller plus loin après l'été, c'est-à-dire que les contaminations sur la même source de la PHP dont tu parles, Émilie, les contaminations qui ne pouvaient pas être rapportées à la vie privée ont été attribuées aux pauses dans le cadre du travail. Donc, ça fait quand même beaucoup sur le dos de ces pauvres hospitaliers. En principe, en matière de maladies professionnelles, pour répondre à Jean-Christophe, oui, la maladie, à partir du moment où il y a une exposition professionnelle, la maladie est considérée comme professionnelle jusqu'à preuve du contraire. Donc là, on voit bien que pour ce qui concerne les soignants, on est sur une mauvaise pente en matière d'attribution du risque. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Donc, je suis censée conclure, mais on n'a pas vraiment le temps. Et puis, de toute façon, ça serait bien ambitieux, bien prétentieux. Donc, juste deux mots, vraiment. Donc, merci aux intervenants pour l'ensemble de ces contributions qui étaient effectivement très stimulantes et qui donnent beaucoup à penser. C'était l'objectif, je pense. Je voulais juste dire que il me semble que ce que dit la table ronde beaucoup, c'est que la notion de commun de la santé
se définit en creux. Donc on nous l'a beaucoup dit, tant Frédéric, c'est une notion qui se pose en s'opposant donc à tout ce qu'elle n'est pas, et par ailleurs les études de terrain aussi l'ont montré, hein, finalement, elles ont plutôt montré des anti-communs par des tas d'aspects, de raréfaction de biens, de priorisation, d'inégalité de santé, etc., etc. Donc le problème, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on fait de la notion de commun? Il y a peut-être le problème du singulier de la notion qui était telle qu'elle a été proposée. Finalement, Frédéric Pierreux a montré qu'il y avait une multiplicité d'objets. Est-ce que donc mettre un S, ça ne résout pas le problème de mettre un S à commun sur la diversité de ces communs. Il a été dit aussi que peut-être finalement la santé comme commun, elle n'était pas forcément un bien désirable s'il s'agissait d'une science de la santé, dit Jean-Christophe. Donc, voilà, là, il me semble que la question reste ouverte. Et quel est le rôle des sciences humaines et sociales là-dedans, puisque nous sommes à la MSH, et donc finalement on a vu que les sciences humaines et sociales, elles mettent beaucoup en valeur ce qui n'est pas du commun. Elles objectivent au mieux, et il y a encore beaucoup à faire, comme on l'a dit, ce qui rend compte aussi du fait qu'il y a beaucoup de postures de chercheurs engagés, parce que qui dégagent le non commun et qui en montrent les apories et qui en font la critique, mais comment l'investir davantage? Et enfin, un tout dernier mot pour... alors moi, c'est ma propre posture de chercheuse en historienne. Je plaide aussi pour les temporalités, peut-être réinscrire dans des temps longs, enfin longs plus ou moins, mais disons des régimes d'historicité de ces communs, parce que de quoi parle-t-on? On a parlé de santé publique. Est-ce que c'est de la médecine sociale? Est-ce que c'est la sécurité sociale? Enfin, il y a évidemment, en fonction de on a montré qu'il y avait des processus, hein, de l'idée d'une dégradation qui est quand même à l'arrière de ce que n'est pas le commun, ce qui a été dit par plusieurs intervenants. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de penser à un âge d'or qu'il s'agirait de restaurer, et aussi que l'ambivalence des périodes de crise, puisque une période de crise comme celle que nous vivons, elle met en valeur un moment du commun qui n'est pas forcément celui qu'on attend au départ. Et puis la perspective du temps long, alors évidemment, elle déforme les choses. Par exemple, la démocratie sanitaire, évidemment, on parle d'autre chose, ou on parle d'autres formes d'États autoritaires. Si on travaille comme moi sur le 19e siècle, qui n'est pas les formes d'intervention de l'État autoritaire dans la santé ne sont pas celles que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est peut-être aussi un propos de nuance pour terminer. Voilà, je m'arrête là en remerciant donc en particulier la MSH pour son organisation. Voilà. Merci pour cette belle table ronde où effectivement plusieurs sujets où plusieurs fils pourraient faire l'objet de projets de recherche interdisciplinaires déposés l'année prochaine dans le cadre de l'appel à projets, notamment sur les données du Covid. Hein, ça pourrait faire... Voilà. Donc la MSH Paris Nord remercie tous les intervenants des 4 tables rondes. Donc nous allons clôturer cette première journée. Nous nous retrouverons demain matin pour une synthèse des tables rondes qui sera réalisée par les discutants des tables rondes, donc de 9h30 à 10h30. Puis ensuite, les coordonnateurs de recherche de la MSH Paris Nord discuteront des impacts de tous ces échanges du colloque sur les problématiques de leur axe de recherche. Voilà. Donc avant de clôturer, la MSH Paris Nord voulait remercier Rémi Cotel et Nicolas Barbu à la technique, Flavie Janin à la communication et Rachel Epardo au back-office. Voilà, donc je vous dis à demain et bonne soirée. Au revoir.